Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle des opportunités en bourse suite à l'indice Nasdaq qui amorce une phase de correction. Je vous parle également de la rotation sectorielle qui est en train de se produire et de l'impact que ça peut avoir sur votre portefeuille. Et en fait, pour commencer, dans le dernier épisode, je vous avais dit qu'il allait y avoir des opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie. Bien, comme de fait, avec la baisse du prix du baril de pétrole brut, j'ai décidé de grossir ma position dans Suncor Energy, donc une compagnie pétrolière qui est cotée sur la bourse de Toronto, donc sur le TSX en dollars canadiens. Et la dernière fois que j'avais acheté du Suncor, c'était en 2023 et à ce moment-là, l'action était autour de 38 $. Et ce coup-ci, j'ai payé 49 $ par action pour Suncor. Et le point commun que vous pouvez remarquer avec les deux fois que j'ai acheté du Suncor, c'est que dans les deux cas, le prix du baril de pétrole brut, il avait chuté dans les environs de 66 $ US. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, pour moi, le prix actuel du baril de pétrole brut, c'est un bon signal pour chercher des deals dans le secteur de l'énergie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du côté des marchés américains, hier, j'ai amorcé une nouvelle position dans la compagnie AMD qui produit, entre autres, les microprocesseurs Ryzen. Et j'ai acheté du AMD via la version CDR. Donc, c'est la version en dollars canadiens qui permet en fait d'acheter des fractions d'actions américaine. Et le AMD, je l'ai payé à 18,25 $, évidemment en dollars canadiens du fait que c'est un CDR. Et c'est à peu près l'équivalent d'environ 96-97 $ US pour l'action ordinaire d'AMD. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de ce qui se passe sur l'indice Nasdaq ou grosso modo sur tout le marché américain et canadien également. Comme je l'avais anticipé dans l'épisode précédent, le Nasdaq est officiellement entré en phase de correction. Donc on parle d'une chute supérieure à 10% par rapport à son dernier sommet et la correction a été principalement causée par la chute importante du côté des Big Tech comme Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Google. Mais en fait, tous les titres dans le secteur technologique sont actuellement dans un momentum baissier, ce qui veut dire que c'est le temps peut-être de commencer à chercher des actions qui pourraient être sous-évaluées. Quand on voit une drop généralisée comme ça, il faut comprendre qu'il y a un certain mouvement de foule. Donc, dans le lot, il y a des titres qui sont vendus, pas parce qu'on anticipe que l'entreprise va faire moins de profit ou qu'elle va être moins rentable, mais plutôt parce que les investisseurs ils veulent se débarrasser de toutes leurs actions pour éviter la correction boursière. Et en d'autres mots, il y a des titres qui plantent aujourd'hui qui vont quand même avoir des excellents résultats financiers au cours du prochain trimestre, ce qui veut dire que potentiellement, il y a des actions qui se retrouvent sous-évaluées par le marché. Et conséquemment à ça, l'autre chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a une rotation sectorielle en ce moment, c'est-à-dire que le monde, ils vendent leurs actions technologiques et décident d'acheter des actions défensives à la place. Autrement dit, ils prennent leur cash qui était dans le secteur techno et ils mettent dans des entreprises dans le secteur de la consommation de base. On peut penser par exemple à Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, donc toutes des entreprises qui sont des entreprises de type non cyclique. Et nécessairement, cette nouvelle allocation du capital, ça fait grimper le prix des actions de type défensive. Et je vous rappelle que les résultats financiers de ce type d'entreprise-là, ils ne sont pas affectés par la conjoncture économique. Autrement dit, en achetant des actions défensives, on peut protéger notre portefeuille contre une période de récession. Et hier, les investisseurs ont sauté là-dessus parce que le marché anticipe la possibilité d'un ralentissement économique suivant une entrevue de Trump sur Fox News. Donc ça, c'était en fin de semaine. Et je pense que le bout de l'émission qui a inquiété les gens, c'est quand l'animatrice lui a demandé s'il prévoyait
une récession, puis que là, Trump il a dit que c'était possible qu'il y ait une période de transition qui allait accompagner finalement les changements que lui est en train d'effectuer au niveau des politiques économiques aux États-Unis. Et là, évidemment, les investisseurs ont interprété ce qu'ils appellent une période de transition comme étant une récession pour l'économie américaine. Et d'après moi, ben ça, c'était une des raisons derrière la chute majeure des marchés hier. Et dans le même ordre d'idée, il y a également l'industrie pharmaceutique qui bénéficie de la rotation sectorielle qui est en train d'avoir lieu. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je veux attirer votre attention sur un exemple concret de ma stratégie d'investissement pour mon portefeuille à long terme. Rappelez-vous de mes derniers achats dans Johnson & Johnson et dans Bristol Myers, deux compagnies pharmaceutiques qui me paraissaient largement sous-évaluées en 2024. Mais dites-vous que l'année passée, les investisseurs, ils voulaient rien savoir d'entreprises plates comme ça, là, dans le sens des compagnies qui vendent des médicaments avec un rendement des dividendes autour de 4-5% par année. Pour eux autres, c'était pas excitant. À la place, la majorité du monde, ils ont misé sur l'intelligence artificielle avec des titres comme Nvidia, Palantir et en fait, les big tech en général. Mais de mon côté, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois qu'avec les prix de ces actions-là en 2024, j'arrivais pas à comprendre qu'il y avait des gens qui voyaient des opportunités d'investissement dans ce secteur-là. Et là, avec la correction qui s'amorce sur l'indice Nasdaq, la situation commence un peu à s'inverser. Là. Finalement, les investisseurs ils retournent vers l'industrie pharmaceutique, vers le secteur de la consommation de base. Et devinez quoi? Ben, ça fait grimper le prix des actions que j'ai déjà achetées quand ces entreprises-là étaient délaissées par le marché. En gros, la stratégie d'investir à contre-courant, elle est très simple. Faut pas suivre le sentiment de la foule. En fait, c'est l'inverse. Faut acheter des actions dans des secteurs qui sont mis de côté et à l'opposé de ça, ben, faut éviter les secteurs qui sont en effervescence. Et honnêtement, c'est facile à dire, mais pour bien du monde, c'est difficile à appliquer parce que quand j'achetais des parts de Bristol Myers ou Johnson & Johnson ou McDonald's ou Home Depot et que le prix de ces actions-là bougeait pas bien, tandis que l'autre bord, il y avait des actions comme Tesla, Nvidia, Palantir qui, eux autres, montaient en flèche, ou encore il y avait le Bitcoin qui venait de dépasser 100 000 US. C'est sûr qu'en voyant ça, ça pouvait vous donner l'impression que j'étais en train de manquer le bateau. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs autonomes qui tombent dans le panneau et qui achètent des actions surévaluées à un moment où l'optimisme est à son apogée. Et pendant ce temps-là, moi, j'achète des titres plates ou des actions qui viennent de subir des chutes considérables. Et à chaque fois, mes transactions ont l'air un peu quasiment absurdes, justement du fait que j'investis à l'inverse du marché. Récemment, on m'a dit que j'étais mongol d'investir dans des compagnies canadiennes comme BRP et Magna International, justement avec la menace des tarifs de Trump. Et là, je suis sûr qu'on va me dire que c'est pas le temps pantoute d'investir dans le secteur de l'énergie avec le baril de pétrole qui est à son plus bas depuis 2 ans. Et même principe quand je vais commencer à reprendre des positions dans le secteur technologique. Je vais le faire au beau milieu d'une correction boursière. Combien de personnes vont écouter le podcast puis vont se dire « Ah, moi, sais-tu, je vais attendre encore un peu parce que je pense que ça va continuer à baisser encore pas mal. » Et là, quelques temps plus tard, ils ont passé à côté d'occasions incroyables d'investir dans des compagnies solides. Et après ça, ben, ça regrette de ne pas avoir acheté à ces prix-là. Juste à repenser à 2022, je suis convaincu qu'il y a une bonne gang parmi vous qui n'ont pas profité du marché baissier pour accumuler des positions dans des actions extraordinaires. Là, pendant ce temps-là, moi, je partageais mes transactions sur le podcast, du Netflix à 187$, Starbucks à 75$,
Apple à 140, Google à 95, etc. C'est tout documenté dans le podcast. Des petites parenthèses par rapport à mon portefeuille, juste question de transparence avec mes auditeurs. Je veux vous dire que la correction sur le Nasdaq, évidemment, ça fait chuter considérablement la valeur de mes investissements avec Netflix, Microsoft et Meta qui sont dans les plus grosses positions de mon portefeuille. T'sais, en fait, dites-vous que juste ces 3 actions-là, ça représente à peu près le tiers de mes actifs. Donc, je peux vous dire que depuis la fin du mois de février, ma valeur nette, elle s'en va par le bas. Là. Juste hier, avec l'indice Nasdaq qui chute de 4% en une journée, on parle de dizaines de milliers de dollars qui disparaissent du jour au lendemain. Là. Et mon point, c'est pas de vous dire que je capote ou que c'est grave. Là. L'idée, c'est que je veux mettre en lumière l'importance de la diversification et l'effet que ça peut avoir, la pondération que vous avez dans chacun des titres. Dans le sens que présentement, mes actions technologiques, ils chutent, tandis que de l'autre bord, mes actions dans le secteur de la consommation de base et dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, eux autres, ils montent. Mais du fait que mes positions dans le secteur techno sont tellement rendues énormes en proportion du reste de mon portefeuille, clairement, la hausse de mes autres titres ne couvre pas la drop actuelle du côté des big tech que je détiens. Que ce soit Meta ou Microsoft que j'ai acheté durant le crash de 2020, évidemment, j'ai pris des grosses positions là-dedans. Puis après ça, le prix des actions est monté en flèche. Même principe pour Netflix. Ça a fait en sorte que sont rendus qui valent 10, 11, 12% chacune de mon portefeuille. Donc, c'est une conséquence d'avoir une certaine concentration dans le secteur technologique. Encore là, comme je vous dis, oui, à court terme, c'est plate, mais il faut quand même regarder ça du bon côté. De un, il faut comprendre que mes positions sont loin d'être à perte. C'est juste les gains qui diminuent, et ce, temporairement. Là, on parle de valeur marchande. J'ai rien vendu dans ces positions-là. Et de deux, la correction, ça va me permettre d'arriver à faire d'autres achats à des prix intéressants parce que depuis 2023, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de trouver des actions sous-évaluées dans le secteur technologique, à l'exception de PayPal et Dropbox que j'ai acheté en juin 2024. Mais tout ça pour dire que mon approche pour l'investissement, elle est très simple, mais pourtant, j'ai l'impression que beaucoup d'investisseurs autonomes ont tendance à faire le contraire. C'est niaiseux, mais ils achètent haut et ils vendent bas. Et de mon côté, c'est un peu bizarre, mais j'essaie souvent de faire l'opposé de ce que le monde dit sur Reddit ou sur les groupes Facebook, qui sont souvent un indicateur du sentiment global des investisseurs. Donc, si jamais vous voulez connaître les actions qui attirent mon attention ou connaître tous les titres que je détiens dans mon portefeuille, incluant le prix d'achat puis la pondération, j'ai mon infolette qui va sortir jeudi cette semaine, et c'est une infolette mensuelle, donc qui sort à chaque mois. Sinon, il y a ma nouvelle formation en ligne pour ceux qui veulent apprendre à gérer eux-mêmes leur portefeuille en suivant mes propres stratégies d'investissement. Encore une fois, je vais laisser les liens dans la description de l'épisode. Sinon, rapidement, du côté de la politique canadienne, dimanche passé, Mark Carney a été désigné pour remplacer Justin Trudeau. Donc, il devient le chef du Parti libéral, mais surtout, il devient le nouveau premier ministre du Canada. Et au fait, lors de son discours dimanche, il a déjà annoncé qu'il allait éliminer la taxe carbone et qu'il allait également annuler l'augmentation du taux d'inclusion pour l'impôt sur le gain en capital. Et suite à ça, on peut s'attendre à ce que les élections fédérales soient déclenchées d'ici la fin du mois de mars. Donc prochainement, on devrait voir une espèce de combat entre le Parti conservateur et le Parti libéral pour savoir en fait qui sera le premier ministre du Canada pour faire face à la guerre commerciale avec les États-Unis.
Et en parlant de guerre commerciale, en ce qui a trait aux tarifs douaniers, Trump a mis des exclusions sur la plupart des tarifs de 25%. En fait, il exclut tout ce qui a trait à l'industrie automobile. Donc, on peut dire que Trump a encore reculé sur les tarifs de 25% par rapport à l'ensemble des importations canadiennes. Du moins, ça a été remis théoriquement au 2 avril. Par contre, il y a les tarifs de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium qui devraient être imposés par les États-Unis à partir de demain, donc mercredi. Et je vous rappelle que ces tarifs-là ne s'appliquent pas seulement au Canada. En fait, ça s'applique à tous les pays auxquels les États-Unis importent de l'acier et de l'aluminium. Et l'autre chose, c'est que potentiellement, je dis potentiellement parce qu'on ne le sait pas que les tarifs, le 2 avril, ce serait également l'entrée en vigueur des tarifs réciproques. Donc ça, ce serait des tarifs qui serviraient à contrer les barrières non tarifaires que les autres pays imposent aux États-Unis. Donc, pour nous, du côté du Canada, Trump, il parle de la TPS, qui est la taxe fédérale, et il parle également de la taxe canadienne sur les services numériques. Et là, si vous trouvez ça mélangeant, toute l'histoire des tarifs qui entrent en vigueur, puis après ça, il y a des exclusions, puis après ça, il y a une autre période de sursis, ben dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, là. Je vous dirais que avec juste un podcast par semaine, c'est assez difficile d'être à jour par rapport à toutes les annonces de Trump, mais grosso modo, pour le moment, en date d'aujourd'hui, il n'y a vraiment rien d'effectif du côté de la guerre commerciale et on va voir demain si effectivement les tarifs sur l'acier et l'aluminium sont officiellement mis en place. Sinon, il y a aussi la Chine qui embarque dans une guerre tarifaire avec le Canada. En fait, c'est pour riposter aux tarifs de 100% sur les véhicules électriques chinois que le Canada avait mis en place en août 2024. Encore une fois, les Canadiens trouvent que les tarifs de Trump, c'est inacceptable, mais quand c'est nous qui imposons des tarifs à d'autres pays, dans ce cas-là, c'est la Chine, ben, à ce moment-là, on trouve que c'est correct parce que nous, on le fait pour favoriser notre économie locale, mais quand c'est les États-Unis ou la Chine qui le font, ah ben là, c'est pas drôle, on nous attaque. Donc, c'est sûr qu'en tant que Canadien, on est un peu biaisé du côté des droits de douane, mais bref, comme je vous dis, l'été passé, le Canada a décidé de surtaxer à la hauteur de 100% les voitures électriques chinoises. Donc, en représailles à ça, la Chine a décidé d'imposer des tarifs douaniers sur l'importation de plusieurs produits agricoles canadiens, entre autres des tarifs de 100% sur l'huile de colza, les tourteaux et les pois, et des tarifs de 25% sur le porc et les fruits de mer canadiens. Donc, c'est sûr que cette nouvelle-là, qui se rajoute aux tarifs de Trump, ça commence pas mal à inquiéter les agriculteurs au Canada. Et pour conclure, en considérant tout ça, je pense que demain, la Banque du Canada n'aura pas le choix d'annoncer encore une autre baisse de 25 points de base. Et à ce moment-là, notre taux directeur serait rendu à 2,75%, ce qui est une bonne chose pour les propriétaires qui vont bientôt faire leur renouvellement hypothécaire, mais c'est une moins bonne nouvelle pour la valeur du dollar canadien. Bref, même si les tarifs de Trump ne sont pas tous en vigueur en date d'aujourd'hui, juste l'incertitude et l'inquiétude par rapport à l'économie canadienne et aux pertes d'emplois potentielles, je suis de l'avis que la Banque du Canada va tenter de rassurer la population en diminuant les taux d'intérêt. Donc, on va pouvoir voir la décision demain. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.